Patrick Coste a été CPE en zone sensible, professeur de philosophie, délégué académique à l'action culturelle et a exercé plusieurs autres métiers et missions dans l'éducation nationale avant de donner des conférences aujourd'hui sur Deleuze à l'Université populaire de Toulouse. Vendredi 10 janvier 2025, Patrick Coste présentait à la librairie Ombre Blanche, en dialogue avec Philippe Gilbert, son ouvrage intitulé « L'éducation face à l'impossible » paru aux éditions Delga. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Nous allons donc aujourd'hui parler du livre de Patrick Coste qui s'appelle « L'éducation face à l'impossible, repenser les fondements de l'école » qui vient de paraître aux éditions Delga. Donc nous allons parler entre autres d'éducation et d'impossibilité. On verra comment tout cela peut se marier. Alors, Patrick, je vais essayer de faire une petite présentation pour l'assistance de ta personne et de la carrière que tu as eue. Donc, tu es issu naturellement de l'éducation nationale, tu y as fait toute ta carrière. Ce que l'on peut dire, c'est que tu as exercé de nombreux métiers à l'intérieur de la grande maison. Tu as commencé par être instituteur, professeur de philosophie. Tu as été, comme on dit, partie prenante dans les personnels de direction, que ce soit dans les zones urbaines d'ailleurs et dans les zones rurales. Un point marquant de ta carrière, c'est que tu as toujours été intéressé par la culture et qu'à ce titre, il est important de noter que tu as été délégué académique à l'action culturelle, donc conseiller du recteur dans ce domaine, ce qui a correspondu quelque part à tes centres d'intérêt et à un certain nombre de choses que tu as faites, de projets que tu as développés. Tu es maintenant à la retraite, mais pour toi, c'est peut-être un mot qui n'est pas très adapté puisque tu es très actif et que tu es notamment chroniqueur dans une radio, dans une émission qui s'appelle Le sens de l'événement. Donc quelque chose que l'on retrouvera dans la philosophie du livre qui est tout orienté vers l'explication des choses, la recherche des causes et les analyses. Je dirais de plus que tu fais des conférences à l'Université populaire de philosophie de Toulouse sur Gilles Deleuze notamment. Bien, alors revenons à cet ouvrage, L'éducation face à l'impossible, repenser les fondements de l'école. Alors cet ouvrage, on va le voir, ce n'est pas un énième ouvrage sur l'éducation nationale et sur le système éducatif en France. C'est une approche originale, c'est une approche de quelqu'un qui a vécu dans le système, si on peut dire, et c'est quelqu'un qui prend suffisamment de recul, d'une part, pour être capable de, je dirais, vulgariser les problématiques de l'éducation nationale et surtout mettre à jour justement les problématiques que l'on n'aborde pas souvent et qui sont même peut-être un peu éludées. Alors, le premier point qui est abordé dans ce livre et sur lequel on va revenir, ce sont les rapports entre le pouvoir et les savoirs. Dans ton livre, tu qualifies ces rapports comme l'arrière-scène de l'éducation, et c'est quelque chose peut-être que le grand public ne perçoit peut-être pas complètement. Pourtant, tu penses que l'essentiel n'est pas là, mais plutôt dans ce que tu appelles une mutation anthropologique des apprenants. Cette mutation, il faudra que tu nous l'expliques. Donc, on comprend que les apprenants ont changé. Il faut savoir pourquoi. Et dans l'analyse que tu fais, tu dis s'ils ont changé, c'est qu'il faut s'adapter à ces apprenants. Et ensuite, l'analyse peut-être la plus originale, c'est que tu précises que pour l'école qui transmet des savoirs,
il s'agit d'une mutation de la structure psychique de l'apprenant qui est en cause. Donc c'est quelque chose de très original et c'est quelque chose qui se retrouve au cours de la lecture comme quelque chose de très pertinent. Voilà, le décor est planté. Alors Patrick, je voudrais te demander, j'allais dire, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire un livre sur le sujet et pourquoi tu l'écris maintenant? Est-ce que c'est un cri de colère ou un cri du cœur? Bien, bonsoir à tout le monde. Avant toute chose, je voudrais remercier deux personnes avant de commencer. D'abord Christian Torel, qui a permis que cette soirée ait lieu et qui nous donne l'occasion de présenter ce livre. Et puis sur la fin, d'avoir un certain nombre de dialogues entre ce qui vous intéresse et ce que j'essaye de comprendre. Deuxième personne que je voudrais remercier, qui est dans la salle, c'est Françoise Casal, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé à peaufiner la forme et l'écriture de ce livre, et je pense que sans elle, ça n'aurait pas abouti. Donc ça a été pour moi quelqu'un d'important par rapport à la production de ce livre. Alors tu me poses une question. Pourquoi écrire un livre maintenant sur l'école? Alors, effectivement, tu m'as tendu la perche. Première raison, qui tombe un peu sous l'évidence, quand on connaît ce qui tourne en ce moment, c'est effectivement une colère. 40 ans d'implication si vous voulez, dans cette grande maison, comme tu l'as dit. Et l'observation de quelque chose qui tourne mal, et qui tourne mal avec une impression dans le fonctionnement d'un certain nombre d'absurdités qui augmentent par rapport aux réponses qu'il faudrait donner. Et donc, évidemment, pour ce qui me concerne, la nécessité, après coup, de réinterroger cette baisse et puis d'interroger peut-être les raisons de ce sentiment que j'ai eu des absurdités qui venaient s'accumuler sur les 15-20 dernières années en particulier. Alors, avant de... Bon, autre raison pour lesquelles j'ai écrit ce livre, je suis philosophe de formation, mais j'ai écrit ce livre pour des motifs qui sont des motifs politiques, de telle manière à faire comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, de telle manière à ce que ça soit le mieux compris possible de façon la plus large. Et donc, je n'ai pas serré des concepts hermétiques de la philosophie, mais au contraire, j'ai tenté de m'exprimer de telle manière à ce qu'il soit assez aisé à lire. Mais la raison pour laquelle j'ai procédé sur cette forme-là, c'est parce que l'intention est délibérément une intention politique par rapport à ce qui se passe. Soyons clairs. Alors maintenant... ce que je voudrais dire, c'est comment je l'ai écrit. Comment je l'ai écrit. Alors, première dimension de cette écriture, c'est évidemment l'effet, le fruit d'une expérience, puisque j'ai vécu la situation sous plusieurs angles de métier. Je crois que j'en ai fait 6. Au demeurant, bien que ce soit du ressort d'une expérience, ça n'est surtout pas un livre de récit autobiographique par rapport à un parcours qui aurait été le mien dans l'institution. C'est une expérience dans plusieurs situations que j'analyse. Alors je vais employer un gros mot de cuistre, là, de philosophe, comme ils aiment les dire. C'est une méthode qui est celle d'un empirisme transcendantal. Alors ça veut dire quoi, cet empirisme transcendantal, ce gros mot? On part de l'empirisme,
c'est-à-dire de l'expérience, mais pour essayer d'en dégager les causes et les conditions. On ne quitte jamais le conditionné, c'est-à-dire la situation, et la condition que l'on tire ne va pas au-delà du conditionné dans lequel on se trouve. Et donc par conséquent, c'est un travail, on pourrait dire, d'analyse en situation. Ça, c'est un des premiers, si vous voulez, angles de la méthode par laquelle j'ai procédé. Deuxième méthodologie qui m'a conduit, c'est que, d'ailleurs vous pouvez le comprendre par rapport à ce que je viens de dire, je n'ai pas employé des sortes de concepts a priori englobants qui viendraient faire comme une sorte de coup de projecteur sur la situation. Tout au contraire, c'est un travail de micro-analyse dans plusieurs situations qui sont en série. Alors je vais, si vous voulez être prosaïque, pour donner un peu une image de ce que cela peut être, imaginez qu'on visite un appartement et que je vous guide. Eh bien, on passe d'une pièce à l'autre dans cet appartement, et chacune des salles comporte éventuellement des conditions de lumière, des conditions d'espace, etc. Et je me prête à chacune des situations à une analyse, et en particulier, on y reviendra, aux formations de pouvoir. Donc, autrement dit, c'est une série. Et on comprend, non pas par des concepts englobants, mais parce qu'on suit un fil déconnecté, en fait, des situations les unes par rapport aux autres. Et il appartient au lecteur, finalement, de se faire une idée au fil de la série. C'est comme ça qu'il a été écrit. Je pense que je suis passé un peu partout, comme une... Alors, je vais être encore prosaïque, hein, je m'amuse un peu, mais comme une petite souris qui passe partout dans le système. C'est-à-dire que je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de situations qui sont analysées sur le parcours auquel j'ai procédé dans cette grande maison qu'est l'éducation nationale. Alors, cela permet, au niveau de la démarche, qu'il y ait des niveaux de lecture. Premier niveau de lecture, on peut se contenter tout à fait de visiter quelques pièces par lesquelles je passe. On peut, par exemple, découvrir ce que c'est que le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes, comment fonctionne l'inspection générale, quel est le rôle de l'université par rapport au savoir. Chacune de ces situations, si vous voulez, comporte une explication. Et donc, on peut tout à fait prendre le livre comme étant un livre d'information, avec de l'analyse certes, mais par petits bouts. Voilà. Ce qui vous évite de lire les 300 pages, ce qui quand même peut être commode. Alors maintenant, bien qu'il y ait, si vous voulez, ce fil comme ça par une série, il y a un deuxième niveau de lecture qui est important, auquel il a été fait allusion, c'est qu'une fois qu'on a fait l'analyse des pouvoirs et qu'on a traversé l'écran, finalement, l'opacité qu'occasionne finalement le fonctionnement du système, il s'agit pour moi d'aller essayer de déceler ce que je crois être un problème de réalité dans l'éducation et qui se trouve du côté effectivement d'une évolution des apprenants, où je fais une hypothèse qui est aventureuse peut-être, mais qui est celle véritablement d'une mutation de la structure psychologique qui fait que la condition même de l'apprenant n'étant pas la même, si on ne se pose pas le problème de cette condition de l'apprenant, toutes les réponses qu'on est susceptible de se donner autour sont des réformes de surface qui n'atteignent jamais véritablement le cœur du problème. Donc je vais jusqu'à cette interrogation de la structure, si vous voulez, psychique de l'apprenant. Et comme malgré tout j'ai été dans mon parcours aux responsabilités, j'en garde un certain réflexe. C'est-à-dire que je me dis, puis si le problème c'est ça, si c'est le problème quelque part d'une mutation comme ça, des conditions même de l'apprenant, reste une question, et alors, que faire? Voilà. Et donc, modestement, parce que si j'étais capable de vous faire un grand saut positif dans le système éducatif, ça se saurait. Mais malgré tout, j'essaye de faire un certain nombre de propositions, mais des propositions qui sont ajustées à la façon dont je pose ce problème par rapport à cette mutation anthropologique de la subjectivité.
Merci. Donc, tu peux dire, même tu peux peut-être aller plus loin en disant que tu ouvres des portes en termes de solutions. Ces portes sont effectivement désignées en fonction de l'analyse qui est effectuée. Alors, pour revenir au déroulement général de l'analyse, lorsqu'on commence à entreprendre la lecture de ce livre, on se pose tout de suite un certain nombre de questions en disant comment se fait-il qu'après 50 ans de réformisme à répétition, nous en soyons toujours là? Comment ça se fait que le système patine et ait extrêmement de difficultés à se réformer? Alors, les constats sont faits régulièrement. Le constat du 23e rang en PISA, la baisse du niveau qui est avérée, reconnue et sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près. Et la question est de savoir pourquoi la réforme ne change rien. Donc, le premier niveau d'explication qui est avancé, c'est la problématique des pouvoirs au sein du système de l'éducation nationale. Alors, cette problématique des pouvoirs, Patrick, tu dis que les pouvoirs masquent les problèmes et que donc, pour aller de l'avant, il faut les démasquer. Donc, est-ce que tu peux nous montrer le chemin pour que nous démasquions les pouvoirs? Alors ça, c'est tout un programme. Hein. D'abord, il faut que je m'explique un petit peu pourquoi avoir fait comme une sorte de m'être préoccupé de la question des pouvoirs. Hein, parce que c'est, on va dire, interroger les pouvoirs, on va dire, c'est vu et revu dans bien des réflexions qui se sont menées, que ce soit sur le plan politique, mais par rapport aux analyses des systèmes. Mais j'ai tenu à passer par cette analyse des pouvoirs qui sont quoi? Qui sont des statuts, qui sont des formes d'organisation, qui sont des représentations, des comportements au sein de l'éducation nationale. Et donc, c'est par ces formations de pouvoir, multiples et variées, que, en fait, ça fonctionne d'une certaine façon. Donc, autrement dit, analyser les pouvoirs, c'est se poser la question de comment ça marche. Pour les philosophes, je dois dire que je suis très largement influencé par rapport à cette sorte d'archéologie des pouvoirs en situation par le travail de Foucault, hein, qui lui-même procède à des analyses de formes de pouvoir le long de son parcours. Mais la grande question, effectivement, qui se pose, ce n'est pas des idées du pouvoir, ce n'est pas des spéculations du pouvoir, c'est comment ça marche et comment ça fonctionne. Hein. Et c'est vraiment l'entrée par laquelle je suis rentré. Je dois dire également que, en ce qui concerne le pouvoir, la question n'est pas de désigner une sorte de diable incarné. Tu parlais de démasquer, là, tout à l'heure. Je ne démasque pas le diable par rapport à l'analyse des pouvoirs, parce que c'est un agencement multipolaire, le fonctionnement des pouvoirs. Et donc, il s'agit de faire comme une sorte d'analyse des combinaisons de cette multipolarité du fonctionnement des pouvoirs. Et je vais même être provocateur et prendre les choses un peu à l'envers. Comme si je retournais le gant de la question du pouvoir telle qu'on se la pose d'habitude. Le pouvoir, c'est pas bien. Hein. Alors, on ne peut qu'être critique vis-à-vis du pouvoir. Mais en fait, le pouvoir, c'est pas simplement comme ça des identités d'autorité ou des identités hiérarchiques. C'est aussi des formations qui se constituent, qui se forgent dans les servitudes volontaires, dans ce que l'on subit, dans ce que l'on accepte, voire dans ce que l'on reproduit sciemment et délibérément comme étant des actions dont on suppose que ça marche bien. Donc faire l'analyse du pouvoir, c'est faire l'analyse des structures hiérarchiques sûrement, mais c'est aussi, si vous voulez, toute la façon dont ça peut s'imprégner dans les mentalités et dans les pratiques, y compris du côté des acteurs. Et je pourrais même dire
j'irai pas jusque-là parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais qui a y compris même des formations de pouvoir du côté des élèves. Et ô combien, hein. Donc, comprendre le pouvoir, c'est faire une analyse finalement des agencements dans cette multipolarité, et donc comprendre comment ça marche, ça implique de rentrer dans cette complexité de cette multipolarité des formations de pouvoir. Alors j'entendais quelqu'un sur le côté qui me dit « Donnez-nous un exemple, donnez-nous un exemple ». Alors, on n'a pas trop le temps pour, puisque je vous ai dit, hein, je traverse 20 pièces, alors si on pourrait y passer un certain temps là, dans la soirée, hein, de ces analyses de pouvoir. Mais bon, j'en ai pioché quelques-uns qui ne sont pas forcément les meilleurs, hein, parce que sur la construction de la pédagogie, des programmes, il y a beaucoup à dire, mais ce serait plus long et ça demanderait plus de temps d'exposition. Bon, alors prenons quelques exemples. On a un pilotage dans les établissements, ceux qui connaissent, par indicateur. Alors, qu'est-ce que c'est que les indicateurs ? D'abord, il faut en avoir une représentation. C'est vous avez eu tel résultat dans telle discipline, que vous allez situer par rapport à la discipline telle que les résultats qui peuvent avoir pu se développer sur un territoire plus large, soit au niveau national. Et donc, ça permet d'avoir une représentation chiffrée de la situation de l'établissement par rapport à des ensembles chiffrés beaucoup plus larges. Et ça, on peut le décliner dans toutes les disciplines, sur les résultats globaux, etc. Et donc, à partir du moment où on fait cette présentation, on peut se dire, tiens, là, il y a un point faible, là, il y a un point fort, quel projet on va pouvoir développer, quelle stratégie à laquelle on va pouvoir s'employer pour essayer d'améliorer la situation. C'est comme ça qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'on travaille en termes des pilotages des établissements scolaires. Alors, la question est de savoir, puisque je parle de formation de pouvoir, il faut un petit peu réfléchir d'où ça vient. C'est très très clair. Ça vient à l'origine de calculs qui se menaient dans le domaine de l'entreprise en particulier, hein, entre investissement, bénéfices, force de travail employée, etc. Et donc on faisait des mesures qui permettaient d'augmenter la performance par rapport à une productivité. Bon. Cette logique de pilotage des indicateurs, elle est venue envahir complètement toute la sphère des hauts fonctionnaires de l'État. Ensuite, vous l'avez connu dans la justice, vous l'avez connu dans la police, etc., à l'hôpital, etc. Et on pilote par les indicateurs. Ça vient du monde de la production et de l'entreprise qui migre vers la superstructure étatique. Et puis ensuite, on l'a fait migrer en direction de l'encadrement sur le terrain. Hein, et en particulier, vous avez des relais au niveau des départements par les directions académiques et par les chefs d'établissement qui, quand ils font leur assemblée générale, vous présentent un PowerPoint, ce que je n'ai jamais su faire, avec des tableaux, des chiffres, et puis ils vous disent, vous en êtes là, il va falloir que vous travailliez dans cette direction. Bon. Alors, la question est cette logique d'évaluation, il y en a d'autres, hein, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais est-ce que véritablement elle sert aux enseignants? Comment ils se les approprient dans l'établissement? Est-ce que ça leur définit du sens pour eux par rapport à leur pratique? Je ne le crois pas. Je crois que, si vous voulez, ce sont des concepts de l'encadrement, hein, par rapport à des gestions d'échelle d'une certaine importance, mais ensuite, vous transportez imaginairement. Et puis vous vous dites, qui suis-je quand je suis prof dans une classe, professeur des écoles? Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, j'aurais envie de dire que vous êtes tellement dans le surmenage de la gestion de votre classe, de ce que vous avez à développer par rapport à vos préparations, par rapport à la charge mentale que vous avez pour vous occuper de tous les élèves que vous avez devant. Donc vous sentez qu'il y a une multiplicité d'affects qui vous arrivent sur vous, qui vont devoir être gérés par votre pratique. Imaginez le grand écart qu'il peut y avoir
entre la logique de l'encadrant avec ses indicateurs par rapport à votre pratique professionnelle au moment où vous êtes dans la classe. Et pourtant, ça fait 20 et quelques années, voire davantage, permettez-moi, je n'ai pas fait le compte exact, que ce mode de pilotage par les indicateurs persiste au niveau des hôpitaux, mais aussi des établissements scolaires, etc. Bon. Alors, que font les enseignants ? Je vais un peu jouer. Hein. Quand ils ne sont pas brutement syndicalisés et qui font du rentre-dedans, si vous voulez, ils écoutent avec une oreille distraite la présentation du proviseur dans son assemblée générale. Hein, ils sont très forts pour faire ça, je peux vous le dire. Alors, ils sont là, dans une sorte de distraction par rapport à ces conditions de pilotage. Et puis, demain, quand on va être dans la classe, on va se mettre au travail. D'accord ? Voilà. Hein. Mais le problème, quand même, et c'est ça qui est important, et qui me met en colère. Je suis presque même ému à vous le dire ce soir. Pourquoi ça comporte une gravité, ça ? Parce que quand on s'occupe de modalités de pilotage de ce type, on ne travaille pas autrement. Or, on se retrouve dans une situation aujourd'hui dans les systèmes scolaires où on a vraiment des problèmes de reconnaissance dans le travail. Bon. Donc, quand on travaille avec ce type d'indicateurs et de pilotage, où est la reconnaissance de ce que l'on fait ? Elle disparaît dans cette mathésis universalis, pour reprendre des mots de philosophes, j'en vois dans la salle. Bon. Donc, si vous voulez, et ce qui conviendrait peut-être d'évaluer, ce soit qu'on se trouve dans des situations de partage, les uns avec les autres, avec nos faiblesses, l'acceptation de les dire, dans nos fragilités, dans notre vulnérabilité, parce que la force, on la retrouve dans le rapport au travail, par la formation de confiance dans des collaborations que l'on peut avoir, mais faut-il encore que l'on ait le temps et l'espace et les formes d'empathie mutuelle qui sont organisées de telle manière à pouvoir l'exprimer. Donc vous avez là un exemple, vous m'en demandiez un, de formation de pouvoir par rapport à des pratiques professionnelles sur un pilotage qui existe sous cette forme-là. Et alors le plus fort, c'est qu'on continue, mais le moins qu'on puisse se dire, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne tire pas vers le haut. Bon. Donc de toute façon, ça a démontré qu'en termes de résultats, ces types de fonctionnement ne marchaient pas. Patrick, peut-être que tu pourrais apporter une précision. Là, tu viens de décrire un système de pilotage plus ou moins imposé au système, venant de l'extérieur et venant du monde économique. Alors, j'aime beaucoup ton expression quand tu qualifies l'importation de méthodes de pilotage de l'entreprise est immorale. Mais on y reviendra un petit peu peut-être. Mais au-delà de l'imposition d'un système dans des via des méthodes de gestion qui viennent de l'extérieur, qui n'ont donc pas la même philosophie, les mêmes objectifs, tu décris aussi parallèlement la production en interne par le système et l'entretien de micro-pouvoirs qui, eux, vont contribuer aussi à bloquer le système. Tu parles de temps en temps de micro-pouvoirs à tous les étages. Et tu expliques aussi que ces micro-pouvoirs sont liés à ce qu'on pourrait appeler une sorte de corporatisme dans différents domaines. Et tu cites l'exemple très concret du système de cooptation, ou que tu qualifies comme tel, qui contribue justement à rouiller, à faire que le système s'enraye. Bon, je vais continuer à faire le mécano, là, pour essayer d'essayer de voir comment ça fonctionne avec ce qu'il appelle, là, à l'instant, les micro-pouvoirs. Ça me conduit, je ne l'avais pas prévu, à prendre deux directions là. Première direction, dans mes préalables, j'ai expliqué qu'il y avait la chaîne hiérarchique, la verticalité, ça on sait à peu près ce que ça veut dire en termes de pouvoir, mais qu'il y avait aussi des servitudes
volontaires et qu'on trouvait des relais finalement des formations du pouvoir du côté des acteurs. Et que donc il y avait, sans la servitude volontaire et ce que l'on accepte, la verticalité ne tient pas. Elle ne tient pas toute seule. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Ce qui, je suis désolé de vous le dire, m'oblige à taper sur tout le monde. Ce qui est quand même délicat à faire, mais si on veut vraiment comprendre comment ça fonctionne, il faut tourner le regard de tous les côtés. Alors, micro-pouvoir, je vais être très simple, très prosaïque. Je n'avais pas prévu ça, hein. Mais vous êtes dans une salle des professeurs. Je vois des têtes d'enseignants que je connais à la tête qui s'amusent en m'écoutant. Vous êtes dans une salle des professeurs. Bon. Vous en avez toujours un qui est plus républicain que les autres. Vous en avez toujours un ou une. Il faut que je fasse attention. Il faut qu'il y en a toujours un ou une qui est la meilleure pédagogue de service de la salle. Et donc, vous avez, dans les corporatismes, des identités remarquables. Et autrement dit, si vous voulez, je vais le dire très simplement, mais le narcissisme à petite échelle, c'est aussi un micro-pouvoir qui vient se servir du miroir de l'institution dans ses formations de pouvoir pour reproduire, si vous voulez, reconduire le pouvoir, la mécanique du pouvoir qui est fabriquée sur l'ensemble. Alors ensuite, tu m'as mis sur une deuxième direction, mais qui est un petit peu comme un appendice de la question du pouvoir. C'est celui de la cooptation. Bon. Alors, j'en parle deux fois dans le bouquin de la cooptation. La cooptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on désigne, si vous voulez, des titres à des personnes par un réseau de personnes sur lesquelles qu'on connaît. Bon. Et donc, inévitablement, vous avez un rapport entre la cooptation et le entre-soi. Et ça, dans les sphères du pouvoir, les désignations par cooptation, ça fait partie aussi d'une technique du pouvoir. Bon. Donc j'en parle deux fois. Alors il y a un exemple édifiant dans le livre, parce que je m'appuie sur des témoignages de retraités. Parce que comme les retraités, ils ne sont pas dans l'obligation de réserve, ils peuvent parler, vous voyez? C'est mon cas là. Et donc, si vous voulez, il y a par exemple un inspecteur général qui a été recteur, qui a été un formidable recteur, qui s'appelle Tout le Monde. Bon, voilà, un type bien dans le système. Mais quand il est parti, il se lâche. Et alors il dit, mais les inspecteurs généraux que j'ai connus, il y en a énormément qui ont été désignés parce que c'était des anciens parlementaires, parce que le ministre les connaissait, etc. Et donc il met en cause ce système de la cooptation. Voilà. Donc ça c'est très clair, ça y est dans le témoignage, vous pouvez le lire. Mais j'ai peut-être pas le temps là, parce que je suis amené à beaucoup parler là. Mais si vous voulez, y compris dans la façon dont désignation de postes sur les postes de chef d'établissement, il y a une évaluation, hein, qui existe par un inspecteur d'académie, il y a un protocole, on va vous poser les questions dans un certain ordre. Enfin, il faut bien se dire, si vous voulez, que compte tenu que c'est une personne qui évalue, il y a une dimension de territoire où ceux qui veulent évoluer se mettent dans une certaine visibilité, et figurez-vous qu'on fait la cour dans ce métier. Et que quelquefois, on adopte même un dress code qui correspond, si vous voulez, à des images dans lesquelles on veut se développer. Alors je le dis par un symptôme un peu insignifiant, mais technique du pouvoir. Hein, la technicité du pouvoir, ça fonctionne, y compris dans des signes faibles, dans la manière dont ça se développe. Voilà. Alors voilà pour micro-pouvoir et cooptation. Alors Patrick, ce que je voudrais que nous fassions maintenant, c'est que tu puisses faire une petite conclusion sur cette analyse des pouvoirs et que l'on puisse passer à la suite dans la mesure où tu dis les pouvoirs installés ne répondent pas, n'apportent pas de solution. Tu dis aussi que le réel est oublié et que
Il y a un autre élément très important qu'on a cité au début de cet échange, c'est que les conditions ont fait que les apprenants ont changé. Mais ils n'ont pas changé uniquement de costume, j'allais dire, ils ont changé vraiment profondément. Donc, est-ce que, à la lumière de cette analyse des pouvoirs qui ont failli, tu peux nous expliquer ce qui est arrivé aux apprenants ? Alors, tu me demandes une conclusion sur les pouvoirs et une transition sur les apprenants. Alors, conclusion sur les pouvoirs. Si vous voulez, ce qui caractérise les pouvoirs, c'est que c'est une position d'interprétation qui, d'une certaine façon, se reproduit par rapport à ses outils internes, en quelque sorte. Si vous voulez, il y a un texte magnifique de Michel Foucault qui s'appelle « L'ordre du discours », qui montre à quel point un discours, il est pris dans des technicités, dans une discipline existante, etc. Et donc, il y a un phénomène, finalement, comme de poche fermée de la définition du pouvoir lui-même. Donc, autrement dit, le pouvoir, d'une certaine façon, est par définition dans une sorte d'écart au réel. Et donc, toute la question, d'ailleurs, est d'arriver à trouver des rapports de force et des rapports de dialectique ou de problématisation qui fait que ces fermetures, on parlait de l'entre-soi tout à l'heure, endogames, d'un certain nombre de sphères, ou des technicités, il faut, pour qu'elles s'ouvrent, qu'inévitablement, il y ait des dialectiques, si vous voulez, qui se jouent et qui viennent fendre, finalement, ces cloisons qui sont typiques, si vous voulez, des formations de pouvoir. Voilà. Donc, je fais l'hypothèse qu'il y a une sorte d'écart, on pourrait presque dire structurel. Je vois qu'il y a des psychanalystes dans la salle et ils vont me voir venir. Il y a si vous voulez, des structurations symboliques du pouvoir qui, de toute façon, par définition, sont prises dans des écarts par rapport au réel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la période politique qu'on est en train de vivre, entre la politique, les pouvoirs en politique et le réel, il me semble qu'on est pris d'un certain vertige en ce moment. Bon, je le dis par analogie, si vous voulez, par rapport au rapport pouvoir réel, mais si vous voulez, c'est toujours d'une certaine façon comme ça. Bon. Alors il y a quelque chose, dans le système scolaire, si vous voulez, ça craque. On commence à arriver à des situations où véritablement il y a des pratiques qui deviennent des pratiques de survie dans le système scolaire. Tellement, si vous voulez, ce rapport de fonctionnement détruit le rapport au travail qui ne permet pas d'apprendre le réel. Donc ça craque. Le bateau craque de l'intérieur. C'est vrai à l'hôpital, et c'est vrai dans d'autres endroits, mais c'est vrai, bien entendu, au sein de l'éducation nationale de façon très, très prononcée. Alors, c'est ce qui implique que, en fait, il y a quelque chose, et je pense que du côté des apprenants, il est en train de se passer quelque chose qui vient percuter, justement, les modes de fonctionnement dans lesquels on est. C'est-à-dire que ça marche tellement pas que ça craque. Voilà. Mais faut-il avoir essayé de déconstruire les formations de pouvoir pour accepter, si vous voulez, d'y voir un peu mieux, si vous voulez, du côté de ce réel et de l'hypothèse que je fais sur cette mutation des subjectivités des apprenants. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des subjectivités des apprenants? Là, je suis dans une partie du livre qui est plus difficile, parce que je m'appuie sur des concepts qui sont des concepts de psychologie, d'économie. Et donc, pour aller rejoindre l'explication de cette évolution des subjectivités scolaires, il a fallu que je passe par ces concepts-là et ces détours-là pour essayer, si vous voulez, de les éclairer. Alors, je vais commencer par prendre une notion. Il faut rester sur vos chaises, ne soyez pas effrayés. Si vous voulez, on est dans une époque qui pousse au plus jouir. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est un système économique, dont la finalité, très claire, qui est celle de faire toujours plus de profit, c'est ce qu'on appelle, langage marxiste,
la plus-value que l'on essaye, si vous voulez, sans cesse de reconduire. On investit de l'argent pour essayer d'obtenir plus d'argent. Mais si vous voulez cela, ce mécanisme économique, il vient littéralement se nouer à la subjectivité moderne. C'est-à-dire que si nous avons, pour employer un grand mot que n'emploieraient pas les psychanalystes d'ailleurs, une ontologie, c'est celle d'un pouce à jouir. Et donc, et là, alors, ça, je crois qu'on peut s'entendre. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une analogie entre l'économie et le psychisme. C'est véritablement une homologie. C'est que c'est un nœud commun qui se construit entre les deux dimensions. Donc il faut aller chercher les questions qui concernent l'échange, tel qu'on le conçoit dans notre société, pour comprendre comment les subjectivités évoluent. Bon. Même l'amour, hein, ça devient une question de plus-value, figurez-vous. Enfin, passons. Eva Illouz, par exemple, que j'aime beaucoup, travaille sur cette question-là. Ça veut dire que ce n'est pas simplement le monde de la production, c'est aussi le monde des émotions qui suivent, qui sont dans cette dimension de cette subjectivité. Alors, pourquoi je pose ces concepts-là par rapport à l'apprenant ? Telle est la question. Je pose cette question par rapport aux apprenants parce que pour qu'il y ait de l'apprendre, il faut qu'il y ait une dissymétrie entre l'apprenant et la culture, une dissymétrie entre l'élève, je vais employer un mot qu'on n'emploie plus, et le maître, et que s'il n'y a pas cette dissymétrie, il n'y a pas de possibilité de développer un transfert vers le savoir à travers le maître. Donc si la dissymétrie est perdue, il y a une crise de l'apprentissage. Or, le pouce à jouir, qu'est-ce qu'il produit ? Le pouce à jouir, il produit un sujet qui se complète dans son plaisir et sa jouissance. Et donc, autrement dit, toute division, toute dissymétrie qui sont constitutives de la subjectivité sont en quelque sorte pliées par le pouce à jouir. Et donc, vous avez là le cœur de l'explication dont on entend parler partout, qui est celui de la crise de l'autorité. Parce que, et alors à ce moment-là, ça nous conduit à des subjectivités qui sont des subjectivités qui deviennent, de par leur expérimentation de jouissance de plus en plus singulières. Elles ne sont pas tenues par une loi, elles ne sont pas tenues par une culture commune, mais elles sont tenues par le développement de son émotion, de ses affects, sur la ligne du plus à jouir que l'on est en train de poursuivre. Donc autrement dit, on a affaire même plus à des individus dans une communauté, mais on a affaire à des singularités désassorties. Telle est la communauté dans laquelle nous sommes, et ce qui fait qu'il y a des problèmes d'indiscipline et qu'il y a des problèmes de désordre qui sont susceptibles de se poser dans des groupes qui aujourd'hui ne sont pas du tout les groupes classes qui existaient il y a 30 ou 40 ans. On est dans un autre monde. Voilà. Des singularités désassorties. Donc, à partir de là, si j'ai raison, alors bien sûr, hein, une mutation, c'est une mutation dans la durée qui est très lente. Bon, il y a des familles, j'en ai croisé dernièrement, où les codes de l'autorité, du respect de la symbolique du père, etc., elles sont maintenues dans les familles. Hein. Donc, évidemment, l'hypothèse que je suis en train d'exprimer, c'est une hypothèse grossie par rapport à un avenir dans lequel nous sommes en train de rentrer. Et donc, nous sommes dans la mutation qui est en train de se faire par rapport à ça. Alors, voyons voir. Si on est une singularité, voyons voir comment ça se passe dans la famille. Parce que la famille, finalement, c'est une illustration de ce que je viens de dire sur le plan de l'analyse de la structure psychique. Alors, on va faire un peu, si vous voulez, de sociologie de la famille. Qu'est-ce qui se passe dans la famille ? Elle a changé, la famille aussi. Quand on lit les médiévistes, on va dire pourquoi ils parlent des médiévistes, ils ont étudié par exemple la représentation de l'enfance au Moyen-Âge.
Figurez-vous qu'à cette époque-là, il n'y a pas de représentant d'enfants. Dans l'iconographie, dans les statues de la Pietà, etc., le petit Jésus, c'est un adulte. Bon. Donc il y a un problème véritablement de représentation de l'enfance. Ça, c'est une époque. Autre représentation de l'enfance, c'est l'époque moderne. 19e siècle, on va dire jusqu'aux années 60. On est à table. D'abord, vous avez les parents, ils disaient, moi j'ai connu ça, hein, tu réponds pas, hein. On ne répond pas à ses parents. Il y en a quelques-uns, je vois, qui font comme ça dans la salle. On ne répond pas à ses parents. Bon. Donc ça veut dire qu'au niveau, si vous voulez, de la structure familiale, il y avait une demande des parents par rapport à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant était sur une sorte de dette symbolique par rapport à ses parents, où il y avait un attendu du comportement, et puis vis-à-vis de l'école. Quand on était un grand bourgeois, tu as intérêt à continuer à l'être, telle était la demande, mais si on était dans un milieu défavorisé, on faisait en sorte, si vous voulez, d'attendre qu'on progresse et que l'on que l'on rentre dans une position sociale qui est meilleure. Mais vous voyez, vous entendez là que l'enfant, il vient en second par rapport aux parents. Et il est dans le cadre d'une demande des parents. Voilà. Et donc, je n'ai pas le temps, mais vous imaginez la robustesse du passage qui se faisait des familles à l'école en termes, si vous voulez, d'autorité. Si tu réponds à la maison, tu prends une claque, bon, c'est pas bien, hein, je ne fais pas l'apologie de ça, hein, ne croyez pas. Hein. Mais à l'école, si vous voulez, il fallait respecter le maître comme on respectait les parents. Bon. Il y a des gens qui sont comme moi, là, je vois bien qu'ils comprennent de ce que je raconte, là. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la famille contemporaine là, d'aujourd'hui? Ben, vous avez... Tout le monde est dans le pouce à jouir. Les parents, mais aussi les enfants. C'est-à-dire que tout le monde suit sa ligne de désir. Voilà. Et donc, le sacre du mariage, hein, qui était une promesse d'éternité en termes de fidélité, etc. À partir du moment où vous êtes dans le monde où chacun ligne son désir, vous comprenez bien que cette contractualité-là, elle explose. Et c'est ce que l'on appelle les familles décomposées. Voilà. Et j'aurais envie de dire que ce qui se passe autour de la table de cuisine et du frigo, c'est de la famille décomposée. Plus ou moins prononcée, mais ça a à voir avec ça. Bon. Et à partir de là, eh bien, quelle est la place de l'enfant? Ben, l'enfant, figurez-vous que c'est le point de rassemblement sur lequel on peut appuyer une durée. C'est-à-dire que la famille a éclaté, mais l'enfant, lui, il dure. Bon. Et donc, il va devenir le centre des préoccupations de cette famille. Le ciment, en quelque sorte, des lignes de désir qui sont fuyantes de part et d'autre, viennent se rassembler autour de l'enfant qui, lui, incarne la durée de cette structure qu'est la famille. Et donc là, il y a un déplacement des places. Parce que de la seconde place, l'enfant passe à la première place. Et là, je suis grand-parent aussi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe? Ben, avant même que le petit enfant il ait bougé un sourcil, on a interprété comment le satisfaire. C'est-à-dire que l'on est à la merci des émotions, des affects, de l'épanouissement de l'enfant. Et donc vous avez, entre le Moyen-Âge, où on ne le représentait pas, un déplacement complet de la centration de l'enfant dans la famille contemporaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui devient cet enfant? Cet enfant, j'aime pas trop la formule d'enfant roi. J'appelle ça, moi, l'enfant épanoui. Pas mieux, hein, l'enfant épanoui. C'est-à-dire, on passe notre temps à œuvrer à l'épanouissement de l'enfant dans le monde du pouce à jouir. Voilà où on en est. Alors ça fait évidemment des enfants qui développent une singularité, parce qu'ils ne sont pas sous le coup d'une loi ou d'une culture commune, hein, et puis ça développe des enfants qui ont des comportements qui sont égocentrés. Et on rentre, si vous voulez, dans ce type de subjectivité dans le monde contemporain
que j'ai agencé, vous avez entendu, avec des modalités d'échange et tout un système qu'il faut bien appeler le système capitaliste. Patrick, le mot conclusif de toute cette machine-là de développement des subjectivités. Patrick, oui. Donc, tu viens de nous décrire ce que tu appelles la mutation anthropologique. C'était clair, Philippe, là, ce que j'ai dit là Moi, j'ai tout compris, mais je me suis aidé avant. On a bien compris que tu as mis en exergue que maintenant, la problématique de la transmission du savoir était en face de la gestion des singularités. Tu nous as expliqué d'où venaient ces singularités. Alors au passage, je voudrais quand même signaler au public qui est ici, c'est que l'ouvrage de Patrick Coste, c'est certes un essai, mais il y a un travail de la langue et une recherche des formules qui m'ont beaucoup plu. Et pour illustrer ce qui vient d'être dit par rapport aux préoccupations des enfants, et par rapport au positionnement parent-enfant, j'ai bien aimé la formule « À la place du père, il y a l'objet de marque. Le design est aux riches, ce que les baskets sont aux pauvres. » Qui viennent illustrer la préoccupation première et qui donne un exemple du plus à jouir et de la compétition dans ce domaine-là. Donc, soit dit en passant. Alors, tu nous ouvres la porte de la problématique qui consiste à dire, dans ces conditions-là, comment on gère ces singularités et comment on construit une passerelle d'accès à la culture, puisque, selon toi, mais je pense que tu n'es pas le seul, le rôle de l'éducation, c'est effectivement de conduire les apprenants à la culture, et comment on essaye de transformer le rapport au maître. Tu nous as parlé de l'évolution de l'autorité. Donc, dans ces conditions, quelles sont les solutions que l'on peut envisager et qui tiendraient compte de ce que tu as analysé en détail auparavant? Alors, si vous voulez, revenons en classe. Revenons en classe. Il faut un peu d'imagination. Surtout ceux qui n'y sont jamais allés en classe. Essayez d'imaginer ce qui se passe dans une classe. Vous avez un groupe. Il fut une époque, on va rétro-pédaler, vous pouviez avoir un groupe de 45 enfants. Compte tenu de leur rapport de respect au savoir et au maître, la parole faisait que, si vous voulez, il y avait une sorte de silence qui s'imposait, et j'aurais envie de dire que la concentration était tangible. Presque on aurait pu la couper au couteau, la concentration, dans cette situation-là, avec 45 élèves. Bon. Donc, on passe dans le monde contemporain, que j'ai essayé d'expliquer sous l'angle des subjectivités, et on a affaire à un groupe qui n'avait jamais été connu dans l'histoire de l'humanité et de l'apprentissage, qui est un groupe de singularités désassorties. Nos subjectivités qui suivent leur ligne de désir égocentrée. Bon. Donc, imaginez maintenant qu'on en mette 45 comme ça. Dans les lycées, on en met 37. En collège, en France, c'est terrible, hein, terrible. En collège, on en met 30, 28, 30. Bon. En premier degré, on est à 28. Donc, un groupe de singularité des assortis, avec 28 élèves en premier degré, 30 en collège, 37 en lycée. Mon titre, c'était « Impossible ». Je vous dis « Impossible ». Impossible. C'est-à-dire, vous pouvez écouter tous les ministres que vous voulez, qui essayent de faire entrer le bateau, vous savez, dans le goulot de la bouteille, hein, de par leur discours. Mais en vérité, si vous voulez, quand vous avez 36 élèves et que vous en avez qui sont dans des situations de difficulté, on va être très clair, vous en perdez 10 en route. Et donc, par conséquent, quand on parle de cet échec du système et des élèves qui sont en situation de non-progression, si vous croyez ce que j'ai dit sur les subjectivités et que vous le quantifiez en nombre d'élèves dans une classe,
Vous avez compris de façon arithmétique le rapport d'impossibilité dans lequel on se trouvait. Bon. Clair comme de l'eau de roche. Alors, je vous signale que la France, non seulement les profs sont les moins payés, mais c'est là où on a les effectifs les plus importants d'Europe. Hein. Je passe, parce que je n'ai pas tout développé toutes ces questions, qui sont des questions connues, si vous voulez, par le syndicalisme, etc. Mais il faut quand même se dire que l'incurie française, par rapport à ça, c'est la pire d'Europe. Soyons clairs hein, là-dessus. Bon, alors, un groupe de subjectivité qui développe une sorte d'entropie de par les formations subjectives dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire un désordre. Je vous signale que dans l'état actuel des choses, quand vous êtes en classe de 3e, vous avez perdu au moins une année de travail pour des motifs d'indiscipline. Ça a été analysé. Quand je vous parle d'entropie et de désordre, ça a été mesuré. Hein, ce n'est pas des mots en l'air comme ça. Bon, quand même se rendre compte de là où on est. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là, à ce moment-là? Mais vous avez vu, j'ai fait une analyse du pouvoir sur des questions de comment ça marche. Donc dans une sorte d'analyse fonctionnelle, pas des grands concepts spéculatifs. Bon. Mais si vous voulez, comme vous avez du désordre, pour retrouver de l'autorité, il faut un rapport de proximité, de bonne distance entre le nombre que vous avez et le maître qui s'en occupe. Donc, si vous êtes dans des intervalles de désordre qui sont trop grands, il y a des tas de choses qui ne passent pas. Donc, inévitablement, la première recette qui permet, si vous voulez, de répondre aux problèmes aujourd'hui de la scolarité, de ce que sont devenus les apprenants, c'est la réduction des effectifs. Je ne vais pas vous bassiner parce que je le crois tellement que je pourrais le répéter 25 fois. Réduction des effectifs, réduction des effectifs, réduction des effectifs. Bon. Alors, en ce qui me concerne, parce que malgré tout, je ne veux pas, si vous voulez, brûler par le debout le budget, c'est déjà bien difficile cette affaire-là. Donc, si vous voulez, j'ai mis un seuil à 15 élèves. Voilà. Et dans certaines situations, ma fille qui est à Sarcelles, je peux vous dire même que 15 élèves, on n'y arrive pas. Bon, j'ai pris 15 élèves pour être malgré tout, là aussi, dans un agencement, parce que j'ai été quand même responsable avec des agents comptables entre des questions budgétaires et puis des idées que je peux avoir. Voilà. Donc il s'agit de trouver le bon intervalle. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Parce que les singularités sont en train de développer une sorte de Babel, puisqu'ils sont singuliers. Babel, si vous voulez, c'est cette tour qui était labyrinthique, où il y a de multiples entrées, etc. De Babel, de leur propre énonciation et de leur propre langue. C'est-à-dire que les langues quotidiennes sont des langues qui gagnent dans une multiplicité des expressions et des actes de langage. Et donc, entre l'académisme unifié de la parole excellente, celle de Rabelais, qui comporte tous les mots du dictionnaire, et puis ces langues quotidiennes qui se multiplient, là aussi, dans le rapport au savoir, il faut trouver le bon intervalle du possible entre les langues quotidiennes et l'académisme. Bon. Donc ça veut dire là aussi qu'il faut passer par la proximité pour réhabiter du possible entre les singularités et le maître. Alors, je vais encore plus loin. S'il y a pousse à jouir, voilà, je vais faire, ce sont des allusions à la psychanalyse, hein, mais si vous voulez, il y a d'une certaine façon mort symbolique du père. Il n'y a plus la division par la loi du père. Ce n'est pas du genre. Hein. Dans la psychanalyse, ça devient des chiffres. C'est écrit en langage mathématique, cette affaire-là. Hein. Donc ne faisons pas le procès de la loi du père, etc. Hein. Ce sont des positions de discours qui sont à l'œuvre. Bon. Donc le problème est qu'on n'a pas la dissymétrie, pas de transfert sur le maître, pas de transfert sur l'autorité. Bon, donc comment on fait? Dans cette proximité-là, dans le bon intervalle, il y a effectivement un rapport de force. Et il faut que l'autorité retrouve de la force. C'est pas que je veuille être sur le versant autoritaire,
Hein. Ma fille m'a dit, fais attention de ne pas être réac, là, dans les explications que je lui ai données dernièrement. Bon, non, je veux pas, ne me prenez pas là-dedans. Voilà. Mais il y a effectivement un rapport de force entre un qui est dans des langages quotidiens, avec des singularités, et un qui comporte effectivement un savoir, qui est un savoir qui comporte des lumières, comme on dit, et des dimensions scientifiques. Bon. Et là, on n'a plus l'affaire au transfert symbolique vis-à-vis du père, sous une forme a priori, voilà, où on croit que, par un respect à la position du père, on est immédiatement dans cette proximité, dans un rapport qui est un rapport de force entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. C'est-à-dire que ce que l'on n'a plus du côté du père symbolique, il faut le retrouver dans cet intervalle de force qu'il peut y avoir entre l'enfant et le maître, dans des intervalles qui sont possibles et dans des groupes, évidemment, qui sont réduits pour habiter ce possible-là. C'est cette dimension-là qu'il faut arriver à développer. Alors, je me suis amusé dans le livre, parce qu'il fut un temps, j'étais escrimeur. Enfin, pour être tout à fait exact, ça me vient d'un texte de Nietzsche qui s'appelle « L'avenir des établissements d'enseignement ». J'ai pris la métaphore, si vous voulez, du maître d'armes et de l'escrimeur. Vous voyez ? Parce que là, on est dans un rapport immédiatement de force. Et le maître, il est susceptible de toucher l'élève avec son fleuret. Donc déjà, l'élève, il doit apprendre des codes pour se mettre en garde vis-à-vis de cette force. Et puis lui-même, comme il veut grandir vis-à-vis du maître, il veut toucher le maître. Donc il doit lui aussi développer un certain nombre de formes de savoir qui lui permettent de passer, si vous voulez, du côté de ce que c'est le maître. Vous voyez ? Mais par cette image-là, ce que je suis en train de déplacer, c'est la figure du père symbolique dans l'ancienne manière et les phénomènes de transfert, avec une modalité du rapport du maître à l'élève qui doit être réinventée pour que l'on redonne du possible à une dissymétrie qui est perdue. Voilà. C'est de ça, si vous voulez, c'est ce développement que j'ai essayé de mettre en œuvre. Voilà. Alors après, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'une des questions centrales de cette affaire-là, c'est l'apprentissage de la langue. Voilà. D'autant plus, vous voyez, il y a une question qui est très importante aussi par rapport au pouce à jouir. Le capitalisme a inventé une machine extraordinaire qui est l'ordinateur. Et donc, dans le pouce à jouir, on se retrouve aussi dans des connexions vis-à-vis de mémoire externalisée des machines. Et là, c'est formidable parce que la machine, elle est sans autrui. Et donc, la connexion que l'on fait avec la machine dans le pouce à jouir, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être un peu maladroite, mais elle est prise comme dans une forme autistique, fermée, entre la machine et le pouce à jouir. Bon. Donc, autrement dit, c'est une formidable invention du capitalisme, ça. Le numérique, pour boucler l'affaire. Vous voyez, du rapport de transfert et du rapport à l'autre. Voilà. Alors, il y a des... bon, je développe une question sur l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire quelles sont les postures de celui qui apprend à lire dans ce monde du pouce à jouir et de la machine et des mémoires techniques. Et là, il y a des formations d'affect du sujet lecteur qui ne sont pas les mêmes. Et les passages, si vous voulez, qui permettent de sublimer un autre rapport dans ces agencements-là, ben c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à développer par des micro-analyses, des compréhensions des situations, en situation. Voilà. Ce qui fait un pédagogue, qui n'est pas un pédagogue grand expert de l'académisme, mais ça fait un pédagogue qui doit être un interprète entre les jeux de langage, un traducteur entre des jeux de langage. Et pour qu'il y ait du possible, si vous voulez, dans l'intervalle, il faut que le maître ne soit pas simplement celui qui incarne le savoir, sur lequel on va transférer, mais celui qui est entre les jeux de langue et qui va arriver à développer, de par sa pratique, des transversalités entre les élèves, avec des dimensions de collaboration en plus entre pairs.
Parce qu'il y va, leur tourne, je suppose. Hein. Oui, alors voilà, Patrick. Alors, c'est ce que tu viens de nous expliquer, qui est les propositions de résolution par rapport à la problématique du livre. Tu le qualifies de concept de zone proximale de développement du potentiel d'apprentissage maximum d'un individu. Donc, nous avons bien compris que le pédagogue est davantage maintenant un passeur de langue, qu'il est nécessaire de reconnaître l'utilité et le caractère incontournable du rapport de force du sachant par rapport à l'apprenant, et que, en quelque sorte, ce qui est proposé, c'est un travail très spécifique et très profond sur la langue, hein, c'est-à-dire le véhicule qui va permettre à l'enseignant de conduire l'apprenant vers la culture. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'analyses très, très fines et d'exemples dans le livre qui permettent de dire, quelque part, on se pose la question, mais comment se fait-il que le système n'ait pas pu y penser un peu plus tôt? Alors, ce que je voudrais faire, c'est peut-être vous donner la parole pour savoir s'il y a des questions à poser à Patrick Coste sur tous les domaines qui ont été abordés. Oui, ce qui me frappe dans votre discours, c'est qu'à aucun moment vous n'avez employé l'expression ou le mot transmission des savoirs pédagogie, qui me semble être le cœur du problème, si on veut dépasser cette dichotomie entre l'élève et l'enseignant. Et puisque apparemment vous êtes un pourfendeur du capitalisme, c'est étonnant que vous n'ayez pas repris la problématique du système scolaire en tant que discrimination sociale. On sait que le système scolaire français est, parmi les systèmes scolaires européens, un des plus discriminatoires. C'est-à-dire que pour les élèves issus de classes sociales populaires ou faibles économiquement ou socialement, c'est très difficile pour ces élèves-là d'accrocher l'enseignement qui leur est donné, parce que c'est un enseignement qui en général est difficile d'accès pour eux, et que c'est très difficile de s'intégrer dans cet enseignement. Alors c'est pour ça, quand vous parlez de désir de jouir, je pense que ce n'est pas la première problématique de ces élèves-là, c'est de savoir comment le système peut les aider justement à rattraper, à combattre ce handicap économique et social dont ils sont victimes. Le problème, il est là, quoi. Alors bon, il y a deux sujets. Hein. Il y a le sujet des savoirs, de la transmission des savoirs, et la question de l'égalité et surtout de l'inégalité. Alors soyez tranquilles, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est des sujets que je traite très largement dans le livre, et en particulier la question de l'inégalité et des grands écarts. Parce que politiquement, en ce qui me concerne, la valeur de l'égalité est une des valeurs absolument majeures et prépondérantes. Donc ne croyez pas que je l'ai oublié dans le livre, et je vais essayer d'ailleurs de la développer à ma manière. Et ensuite, il est question des savoirs sur lesquels j'aurai aussi, par rapport à ce que je viens de dessiner, une réflexion sur comment peut-on composer des savoirs qui sont des savoirs à l'époque contemporaine qui est la nôtre, avec la pluralité des lignes de désir dans lesquelles nous sommes, qui est un sujet aussi sur la construction des savoirs. Bon. Mais venons-en d'abord au thème de l'égalité. Alors, il y a tellement à dire là. D'abord, en ce qui concerne la situation d'inégalité. Il vient d'y avoir une analyse là sur les résultats en maths et en sciences. En termes d'écart de résultats, on est 49e sur 50, on n'a que le Chili derrière. Donc c'est-à-dire que, si vous voulez, sur les questions d'inégalité de résultats, on fait partie des plus mauvais au monde. Donc ça, j'atteste ce que vous dites. Alors, toujours ma question, comment ça se fabrique cette inégalité? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Dans le collège unique, qui lui prétend qu'il y a une finalité d'égalité
entre les élèves. C'est un des vecteurs majeurs, un des postulats majeurs du collège unique. Donc on a un collège unique qui génère le pire des résultats au monde. Cherchez l'erreur. Alors, première explication par rapport à l'inégalité, qui est collège unique et territoire. C'est-à-dire que vous êtes dans certaines zones. Il y a un chiffre qui a été découvert il n'y a pas très longtemps grâce à un journaliste qui s'appelle l'IPS, qui permet de mesurer, si vous voulez, les situations professionnelles des parents, leur rapport à la culture, etc. Bon, et là, si vous voulez, on a une répartition du territoire en France qui est formidablement contrastée sur la division du riche et du pauvre. Donc ça, on le retrouve évidemment au sein de l'école. Donc collège unique, mais collège unique selon le territoire. Première donnée de l'inégalité. Deuxième donnée de l'inégalité. Ça c'est formidable parce qu'on pourrait faire allusion à une actualité assez récente qui est celle de Pam Ndiaye. Vous savez qu'il y a eu un défilé de ministres ces derniers temps. Bon, il y en a un qui est passé, qui était Pam Ndiaye, et qui avait une préoccupation pour les populations discriminées et marginales. Ça faisait partie de son travail de pensée en tant qu'intellectuel. Alors, il est arrivé sur le terrain comme ministre, d'autres l'ont fait. La socialiste Vallot a également beaucoup développé cette question de la mixité. Mais Pam Ndiaye essayait de le faire avec le privé. Donc il a essayé de trouver des accords avec le privé qui est dans quelle situation aujourd'hui? C'est très simple, j'ai les chiffres dans le livre, mais vous avez à peu près sur 80% des établissements privés, 60% des élèves qui sont favorisés. Et puis vous êtes, si vous voulez, dans le public, et vous trouvez les rapports complètement inverses. Et ce phénomène-là, des milieux favorisés sur le privé, est passé en sixième. Il y a eu une augmentation de 8 ou 9 points en quelques années d'augmentation défavorisée sur le privé. Donc ça signifie déjà qu'au niveau des stratégies scolaires, des familles, celles instruites et celles qui peuvent payer la demi-pension, ils sont de plus en plus dans une logique qui est celle de l'évitement du service public pour aller dans le privé. Voilà. Donc, il y a des réserves d'Indiens dans l'histoire. Mais en fait, en France, il y a des réserves des établissements favorisés. Vous voyez ? Et donc, inévitablement, là, vous avez un grand écart. Ensuite, on continue, mais sur la question de l'inégalité, il y a un académisme, et plus vous venez d'une famille instruite, plus l'intervalle des codes avec l'académisme sont grands ou petits selon vos origines, vos formations culturelles. Et à cet égard, il faut bien se dire que ce que disait Bourdieu sur la reproduction et les héritiers, sur le plan des codes, est évidemment quelque chose qui, à partir du moment où on rentre dans l'école, est une question pleine et entière. Voilà. Alors, par rapport à ces grands écarts, qui sont des grands écarts sociaux, une division du riche et du pauvre, qui est très marquée en France. Comment s'est débrouillé le système depuis 50 ans? Collège unique. Comment on a fait? Comment on a fait? Puis je vais vous parler des effets pervers de l'égalité, même après. Et après, on passe à la question suivante. Donc, je risque de zapper les savoirs. Hein. Si vous voulez, ce qu'on a fait dans le système français, c'est que l'on a mis en place dans le collège unique 10% de moyens à la marge, à la périphérie, supplémentaires, qui permettaient de s'occuper des élèves qui sont en grande difficulté. Donc on met tout le monde en même temps, sous le régime d'un académisme unique en termes de programme scolaire,
Et l'on suppose que ceux qui vont être les plus en retard et en difficulté, grâce à ces 10% de moyens, vont permettre de revenir sur une situation d'apprentissage qui va les mettre en égalité. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. Exactement depuis la réforme Abi. Bon. Donc 50 ans. Nous y sommes. Or, c'est très simple à comprendre. Les 10% d'accompagnement que l'on donne par rapport à l'avancée du programme ne permet pas de compenser l'écart qui se creuse. Donc il y a dans le collège unique une sorte de compromis qui est établi entre la différenciation pédagogique par des moyens supplémentaires et des pratiques d'égalité, voilà, une sorte de compromis qui donne bonne conscience. On se dit, on s'en occupe, on fait des choses. Mais du point de vue du fonctionnement, l'écart entre ceux qui sont en difficulté et ceux qui peuvent progresser est irrattrapable. Et donc, on est dans la disproportion des rapports d'égalité. Alors, il y a une pensée que je ne partage plus, qui suppose qu'en augmentant les moyens, en mettant que les 10% deviennent 30 ou 40%, on va arriver à rétablir l'équilibre. Sur une conception de l'école, qui reste une conception unique en termes d'académisme, le même savoir pour tout le monde, et puis une conception de l'égalité qui est une égalité formelle et universelle. Or, à mon avis, ce n'est pas simplement qu'un problème de moyens, l'impossibilité de ramener, si vous voulez, à bonne proportion l'écart d'inégalité. Comme je vous l'ai expliqué, on se retrouve dans une situation où les élèves deviennent des exceptions, des cas, chacun d'entre eux. Et donc, il y va, à mon avis, d'un travail qui est à faire, qui est un travail localisé, d'une situation. Et on ne peut développer par rapport à ces situations que les égalités du possible que l'on peut faire. Et qui donc conduit à des égalités de proportion. Alors, c'est ce que je suis en train de dire, finalement, c'est quand même une mise en cause de l'égalité telle qu'on l'a conçue, qui est une sorte de notion régulatrice, une profession de foi que l'on a pour l'égalité formelle et universelle, alors que je suis en train de déplacer le curseur en disant que s'il doit y avoir une construction de l'égalité, c'est par rapport au possible, dans ces rapports hétérogènes dans lesquels on se trouve, par rapport à laquelle on va être en situation de pouvoir construire du progrès pour chacun. Et la vraie égalité, c'est la possibilité de construire du progrès pour chacun. Et je suis tenté de penser que l'égalité formelle et universelle, Dubé développe ça, est susceptible de produire des effets pervers. Parce que vous êtes toujours en situation, quand vous n'avez pas réussi, alors quand on vous a donné l'idée que vous étiez parti sur la même ligne, d'être vous-même la victime du travail que vous n'avez pas effectué. Il y a des religions qui avaient le péché, mais là, on est victime de ne pas avoir été capable d'être aussi égaux que les autres dans sa manière de travailler. Et donc, il y a une façon de rentrer en soi, la victimisation, la mésestime, et cette crise des identités liée à une conception de l'égalité se retrouve ensuite par un trouble des identités, et je fais un lien, moi, entre, sur le plan politique, une question des rivalités d'identité entre le bas et le haut, et cette crise qu'il y a, qui se joue sur la victime qui est moins égale que les autres. Je vais un peu vite, mais... Oui. On ne peut que te remercier de la cartographie du malaise au cœur du système éducatif, en effet. Alors, il m'a semblé que la catastrophe symbolique que tu décris si bien, si précisément, vers le haut comme vers le bas... J'entends mal. Il m'a semblé que la description du malaise profond que tu décris avec beaucoup d'honnêteté, de loyauté, de précision, très éclairante, pour moi, pour d'autres aussi, j'espère, est peut-être en relation avec un mot de Dolto, qui m'a beaucoup interrogé quand elle a écrit ça. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait quand en France, on a débaptisé le ministère de l'Instruction publique à l'Éducation nationale? Il me semble que cette remarquable réflexion de Dolto, psychanalyste et pédagogue et psychiatre, touche un des points centraux de ton analyse, à savoir que cette crise de la nomination, cette crise du verbe, cette crise de la parole, au plus haut niveau,
comme en bas, crée une sorte de scission entre, en effet, le maître antique et le père antique, ou le père féodal, ou le maître féodal, et le maître moderne, qui est en effet un traducteur. Tu as mille raisons de l'avoir développé, et peut-être pas assez, à savoir que, par exemple, concrètement, lors des jurys de bac, auxquels j'ai longtemps assisté en tant que prof de philo, il y avait 2 profs de chinois qui avaient beaucoup d'élèves et un seul prof d'arabe, alors qu'en France, on a une population de maghrébins, à peu près combien, 5, 10, 8 millions, qui n'ont aucun accès à leur langue, à cette belle langue qui est la langue arabe. Alors là aussi, il me semble qu'il y a un delta, un écart catastrophique du point de vue symbolique, de non-reconnaissance de l'autre, en termes d'égalité, en termes de fraternité, en termes de liberté. Car, tu le sais très bien en tant que pédagogue, l'enseignement des langues le plus tôt possible, et de la pluralité des langues le plus tôt possible, y compris la langue philosophique, le plus tôt possible, qui est très en retard en France, pays dit laïque. Alors, la question que je me pose, c'est quelle est la valeur du diagnostic, non pas de Dolto, mais de Pierre Legendre, un autre psychanalyste et juriste, lorsqu'il dit « la révolution laïque est en panne ». Et cette panne, c'est effectivement, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, ce que tu as décrit, à savoir la crise de la fonction parentale de l'État. Aussi bien l'État au niveau des singularités et des assorties, une très belle trouvaille qui reste à développer et à méditer, aussi bien que dans la parole officielle. Voilà. J'ai compris la question qui, à mon avis, en comporte 2. La première, c'est sur la référence à Dolto qui fait passer l'éducation devant l'instruction. Et puis la deuxième question, c'est celle de l'inégalité sur les rapports à la langue. Ce sont 2 sujets. Alors, sur le premier sujet, je suis d'accord avec l'orientation de la manière que tu exprimes pour poser le problème. Et je le développe dans plusieurs chapitres. Mais je le développe en particulier dans un chapitre qui porte le titre « Le pédagogisme ». Alors, le pédagogisme, c'est justement ça. C'est-à-dire que... Juste pour illustrer, la qualification par Patrick Coste du pédagogisme, un peu pour le plaisir de la formule aussi, il est en quelque sorte une maladie auto-immune de la théorie de la pédagogie. Ce qui se passe dans le pédagogisme, effectivement, on développe tellement les anticorps qu'on a perdu de toute façon la santé. Alors c'est une sorte de discours boursouflé qui court derrière un lièvre qu'on n'arrive pas à rattraper, quoi, hein, dans l'apprentissage. Bon, ça a à voir avec ça, cette sorte de production baroque là, de ce langage qu'est le pédagogisme. Mais sur le fond, quand on analyse la manière dont s'est bâti le pédagogisme, ce qui se passe, c'est que c'est un discours qui vient se mettre au plus près de la motivation et du désir de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a il y a 2 dimensions dans l'éducation. Il y a la dimension de l'accompagnement du vivant, et puis il y a l'éducation à la culture. Une sorte de bipolarité. Un nourrisson, c'est un vivant qui est dans l'arbitraire du langage. Et donc, il est dans cette bipolarité entre le vivant et la culture. Voilà. Bon, c'est une image qui permet de situer cette bipolarité. Et ce qui se passe avec le pédagogisme, c'est qu'on a développé la dimension du savoir, du transfert, au plus près de la dimension du vivant, de la motivation et du désir de l'enfant. Et donc à partir de là, effectivement, l'éducation est passée devant l'instruction. C'est exactement ça, ce mouvement de renversement. Bon. Et on développe à ce moment-là, ça va te parler, des sortes de discours qui sont des discours de savoir absolu, où le vivant devient un automate par rapport à la manière dont il est susceptible du vivant, du vivant dans son passage à la culture. Donc Dolto qui dit quel dommage d'avoir nommé l'éducation avant l'instruction, elle est tendance. Elle est tendance.
Oui, je souhaiterais revenir sur plusieurs points qui ont été abordés jusqu'à présent, à savoir déjà le collège unique, qui pour moi est une des raisons du basculement et qui n'a fait qu'accentuer les inégalités au niveau du lycée. L'absence de notation. Hein. Maintenant, on fait comme au primaire, on met des couleurs. Vert, jaune, rouge. D'accord ? Donc, il n'y a pas de réelle évaluation. C'est très vague, très flou. Ensuite, en ce qui concerne le passage de 10% pour essayer de rétablir les inégalités, je ne suis pas d'accord parce qu'en définitive, ça s'est fait au détriment. On a déshabillé Pierre pour habiller Paul, puisque à l'époque où j'ai commencé, en collège, il y avait 6 heures de français. D'accord ? Or, maintenant, il y a 4 heures. D'accord ? Donc là aussi, on aurait pu renforcer. Bien sûr, on a fait des économies de postes. Hein, c'est clair. Mais en même temps, le contrôle continu, pour moi, c'est quelque chose qui ne correspond pas véritablement à une bonne éducation pour les élèves. Ensuite, il y a une chose que je réprouve absolument et qui manque totalement à notre enseignement, c'est l'absence de curiosité de la part des élèves maintenant. L'information vient à eux, d'accord ? Il n'y a pratiquement plus de recherche. Leur faire des recherches, c'est quasiment impossible, d'accord ? Néanmoins, on ne peut pas dire qu'on est quand même dans une académie où tous les élèves, en difficulté ou pas en difficulté, ont quand même la chance d'avoir un ordinateur offert par la région quand ils rentrent en lycée. Ce n'est pas le cas dans toutes les académies. Voilà. Merci Patrick. Si tu peux faire une réponse synthétique. Alors, je ne peux pas trop prendre tous les points, hein, mais sur quoi je m'arrête, c'est l'état de l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe ? Je développe beaucoup ça. Hein. Le système éducatif, en fait, il y a un discours qui l'enrobe, qui est une sorte de profession de foi, selon laquelle on va civiliser tous nos enfants à égalité. Et il y a un discours sur l'égalité qui vient de très loin de la Révolution française, sur l'égalité des chances, etc. Bon. Or, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans des rapports réels d'égalité qui sont véritablement une forge d'inégalité. Donc, entre le discours, qui est une profession de foi très française, à la hauteur des discours du Champ de Mars, bon, sur l'égalité et les rapports réels, il y a quelque chose qui est une disjonction. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Figurez-vous, on est bienveillant. Et donc, la bienveillance permet de raboter l'évaluation et de supposer qu'effectivement, dans les résultats, on se rapproche d'une égalité. Mais le problème, c'est très grave. J'ai l'impression de rire là, mais là, vous voyez, de nouveau, j'ai l'émotion qui me revient là. Hein. Parce que c'est une bienveillance hypocrite. Et tous les enseignants le savent. Ils le vivent. Et quelque part, j'aurais envie de dire que leur souffrance au travail, elle vient de ce qu'on leur demande au niveau de leur déontologie de bienveillance, qui est une prescription de bienveillance. Qu'est-ce que l'on fait là ? On essaye de faire rentrer l'inégalité réelle dans l'égalité spirituelle et formelle. Mais le temple est vide. Donc on pousse le bateau dans la bouteille par les discours. Et les enseignants sont les serviteurs de cette façon de faire rentrer le bateau dans la bouteille. Voilà ce qui se passe avec la bienveillance hypocrite dans laquelle nous nous trouvons. Et je dis que c'est très grave, pourquoi ? Je dis que c'est très grave parce que les métiers de l'humain, ce sont des métiers de générosité pour autrui. Mais ça, dans le soin, dans l'enseignement, si vous n'avez pas cette fibre-là, prenez la poudre d'escampette. Sortez vite. Bon. Donc il y a une empathie, une générosité qui est conditionnelle à ce métier. Mais si cette générosité, cette empathie conditionnelle est manipulée par une bienveillance hypocrite, vous avez là tout le discours de l'État par rapport à son équivoque
entre un discours sur l'égalité et les réalités. Nous allons prendre une dernière question, mais auparavant, je vais profiter de ma position pour te poser une petite question à laquelle je te demanderai de répondre après la question de la personne. Tu nous as expliqué la situation, tu nous as expliqué des pistes de solutions. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la première mesure concrète que tu recommanderais de prendre à Madame Borne ? Merci pour votre présentation. Je me demandais si la fameuse crise de l'autorité dont on parle n'était pas également aussi une certaine crise de la vérité, ou du moins du rapport à la connaissance, au contenu du cours. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti face aux élèves, en tout cas, le fait qu'ils sont soupçonneux à l'égard de ce qu'un enseignant vient leur apporter, un enseignant qui est représentant de l'État. Et je me demande s'il n'y a pas dans cette non-écoute de l'enseignant, quelque part, une forme de révolte aussi vis-à-vis de l'État. Je pense à Michel Serres également qui disait que maintenant que tout est sur Internet quelque part, comment donner cours aujourd'hui alors qu'il y a énormément de connaissances et de contenu tout écrit sur Internet ? Quelle est notre place ? Alors, ça m'envoie beaucoup de réflexions là, ce que vous êtes en train de dire. Si vous voulez, je vais partir de la vérité et de la situer. La vérité, c'est comme le savoir, c'est plus grand que soi. C'est-à-dire qu'il faut aller se la chercher, la vérité. Bon. Et quand on est au travail, on le sait, que c'est ça qu'il faut aller chercher. Si je reviens sur les hypothèses que j'ai formulées aujourd'hui, du plus jouir et de la singularité fermée sur elle-même, il n'y a pas de dehors. Il n'y a pas de pensée de plus grand que soi. Demain, on ne construira pas une cathédrale. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, les discours sont des discours qui ne s'élèvent pas, s'élever, l'élève. Ce sont des discours, si vous voulez, qui sont sur le régime du bruit, des signes ambiants. Et donc, autrement dit, il y a une dictature de l'opinion parce que c'est une expression des surfaces qui ne peut pas s'élever. Voilà. D'où ce rapport de négociation difficile, contraint, entre la vérité, qui est dans le monde politique aussi. Il n'y a pas que les enfants. Hein. On est en défaut de vérité. Bon. Mais ça se retrouve évidemment dans les classes. Je ne parle pas des questions des communautés qui ont refusé le darwinisme. Il y a un spécialiste de la laïcité là dans la classe que je connais bien, qui pourrait longuement me parler. Hein. Le refus du darwinisme. Dans la classe. Qu'est-ce que j'ai dit ? Dans la classe. Révélateur, mon cher. Bien. Alors, Patrick. Voilà. Je pense que ça vous répond quand même, oui, hein, à la question voilà. que voilà. vous Donc, posez. Patrick, avant de nous quitter, je voudrais que tu penses à une toute petite réponse très rapide pour Madame Borne. J'ai un copain, ça me fait rigoler, qui devait être là ce soir et puis il s'est cassé le pied. C'est un prof que certains connaissent ici, qui me dit « Patrick, j'ai lu ton livre, mais comment Madame Borne ne te demande pas de venir la conseiller hein oui. Alors c'est pas possible, me dit-il. C'est ça que ton bouquin devrait servir. » Bon. Alors je lui ai dit Alain, parce qu'il s'appelle Alain, ne fais pas de soucis, ça c'est impossible. Voilà. Ça n'arrivera pas. La réponse, elle est simple et directe. Je l'ai déjà dit là. S'il y a une mesure à prendre, c'est sur les effectifs. Et dans le bouquin, parce que je réfléchis à la gestion, je ne suis pas un idéaliste. Hein. Je veux dire, on ne peut corréler les idées que par rapport aux situations pratiques et par rapport au fonctionnement économique. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous le développer parce que ça prendrait trop de temps, mais je fais les comptes de telle manière à ce que l'on arrive 15 élèves par classe. Voilà. Et je l'ai fait. Bien. Merci beaucoup, Patrick Coste. Et je vous engage très énergiquement à lire ce livre très, très étayé et très intéressant. Merci. Vous venez d'entendre Patrick Coste au sujet de son livre paru aux éditions Delga, L'éducation face à l'impossible, à la librairie Ombre Blanche le 10 janvier 2025,
lors d'une rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když nemáš, tak rád můžeš mě třeba